Cyril Brun, vous êtes consultant en éthique, vous êtes membre du comité scientifique de ProPersona. Peut-être que vous pourrez aussi nous en toucher quelques mots. Il y a quelques cahiers ProPersona qui sont à votre disposition au fond de la salle. Vous avez également écrit plusieurs ouvrages, dont certains sont aussi en vente au fond de la salle, pour une spiritualité sociale chrétienne, réflexion chrétienne sur l'actualité. Un livre qui est paru il y a une dizaine d'années, me semble-t-il. Et puis un livre plus récent, Connais-toi toi-même, les fondements de l'anthropologie chrétienne. Et vous allez ce matin nous parler de l'entreprise au défi des mutations du numérique. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. Et vous avez 40 minutes. Bonjour, je vais tâcher d'être le philosophe qu'on comprend et non pas le confus que vous avez présenté. Néanmoins, je pense que le philosophe a l'avantage sur beaucoup d'autres disciplines, c'est de choisir ses mots et de les présenter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Benoît XVI a passé son pontificat à définir les mots qu'il utilisait. Alors, je vais essayer de m'inspirer de ce brave homme pour faire ma présentation la plus claire possible. Alors, juste peut-être un mot effectivement sur le comité ProPersona, dont je fais partie depuis sa création il y a 3 ou 4 ans peut-être, je ne sais plus. La communauté Saint-Martin, que vous connaissez peut-être, a un fonds qui s'appelle le fonds Procléro, destiné à aider, vous me corrigez si je me trompe, la formation des séminaristes de la communauté. Et ça peut paraître un peu bizarre que des religieux se lancent dans des fonds d'investissement, surtout quand on connaît la réputation du monde de la finance. Et l'enjeu derrière, en fait, c'est un enjeu pastoral. Alors financier, c'est évident, mais également pastoral. Et pour ça, a été monté le comité ProPersona, qui est à la fois un comité éthique et scientifique, pour aider à penser le monde de la finance. Alors, il y a plusieurs activités différentes. L'une dont vous pouvez trouver les fruits, au fond, ce sont des cahiers qui mensuellement sont publiés et qui balayent un certain nombre d'aspects du monde de la finance. Alors, la finance, c'est très large, puisque ça commence par l'anthropologie. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on m'a demandé de venir dans ce monde obscur. Et je vous dirai un petit mot de l'anthropologie dans un instant. Et puis, il y a une deuxième activité qui nous est un petit peu tombée dessus comme ça. C'est une collaboration avec le Vatican qui amène la sortie de 2 textes. L'un qui est peut-être déjà sorti, mais en tout cas qui sera officialisé normalement à la fin du mois avec la venue du cardinal Turkson à Paris. Il y a un document qui s'appelle Mensuram Bodam pour aider le monde. C'est le premier grand document officiel du Vatican sur la finance, dont nous avons été relecteurs. Et puis un troisième document qui doit sortir, qui en fait était prévu pour être publié par ProPersona. Et en fait, le Vatican a trouvé que c'était tellement bon qu'ils vont le publier sous leur nom. Donc vous pouvez lire en confiance ces documents. Et voilà. Puis personnellement, je donne mensuellement des formations aux jeunes de ce groupe-là, dans une lecture suivie de Benoît XVI, de Caritas in Veritate. Voilà pour ProPersona, que je vous invite à suivre. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, mais enfin si vous aidez, ça aide la gratuité. Qui est le cœur de Caritas in Veritate d'ailleurs. Alors, le thème que je vais aborder, c'est l'entreprise à l'épreuve des mutations numériques. Je vais d'abord commencer par présenter un certain nombre de termes, histoire que nous soyons bien d'accord sur le vocabulaire. Alors vous allez voir, je ne vais faire qu'enfoncer des portes ouvertes. Mais bien souvent, quand on les enfonce tout en même temps, ça permet de les voir en perspective, et c'est un petit peu le but de ma présentation. Avant d'entrer donc dans le vif de ce sujet, il y a 3 mots clés que je voudrais définir. Le premier, c'est la technique. Le deuxième, c'est la technologie. Et entre les deux, il y a nécessairement l'anthropologie. La technique, c'est tout simplement l'art de faire des choses. Un castor fait des choses techniques, assurément. Les abeilles font des choses techniques aussi. La technique peut ou non utiliser un moyen médian, qu'on appelle un outil, mais les mains sont aussi un moyen médian pour la technique. En tout cas, c'est l'opérationnel. La technologie, c'est la manière avec laquelle l'homme met en valeur, utilise la technique. Donc il y a un aspect proprement humain dans la technologie. Et c'est là, effectivement, qu'intervient l'anthropologie. Alors qu'est-ce que l'anthropologie ?
ça n'est pas Lévi-Strauss, enfin c'est, mais c'est pas en tout cas celle que j'utilise, qui va nous parler d'anciennes civilisations. L'anthropologie, c'est une discipline philosophique qui étudie logos, logie, anthropos, l'homme. C'est une étude de l'homme qui se développe depuis de très nombreuses années, puisque c'est en gros l'énorme travail de Socrate avec sa maïeutique, c'est-à-dire sa manière de faire comprendre les gens par eux-mêmes ce qu'ils sont. Voilà, c'est cette étude très ancienne qui va chercher à comprendre l'homme. Toute la question de savoir ce qu'est l'homme, c'est d'abord de savoir comment le regarder. Vous savez que le mot, je vais vous définir plusieurs mots, mais encore une fois, je pense que vous savez l'essentiel. Le mot vérité en grec, c'est aletheia, ça veut dire dévoilement. Parce qu'en fait, le principe de recherche de la vérité, ce n'est pas de l'inventer, mais c'est de la comprendre. Et pour la comprendre, il faut la découvrir, il faut la regarder. Aristote nous disait que la vérité se disait à nous. Et d'ailleurs, venait faire corps avec nous, d'où le mot connaissance. Il y a une naissance commune en nous. Il appelait ça sa tablette de cire sur laquelle on venait imprimer l'image de la chose. Et donc, l'idée, c'est de regarder l'homme pour pouvoir savoir qui il est, comment il est, et comment précisément le contempler. Donc, l'anthropologie, c'est cette étude de l'homme dans toute sa dimension physique, spirituelle, son âme également, pour savoir comment il fonctionne, comment il réagit, quel est finalement son besoin le plus profond. C'est ça le but. Parce que quel est le besoin le plus profond de l'homme? C'est son bonheur. Et la grande question des anciens, c'est quel est le bonheur de l'homme? Vous savez, je dis souvent, on parle vous connaissez peut-être ce livre d'Aristote, l'Éthique à Nicomaque. Donc c'est un livre de morale. Sauf que toute la morale, pour Aristote, comme pour saint Thomas d'ailleurs, arrive à la fin. La première question, c'est qu'est-ce qui fait le bonheur de l'homme? Et une fois qu'on sait ce qui fait le bonheur de l'homme, alors la morale peut se mettre en route, c'est-à-dire que le chemin pour arriver vers le bonheur, on peut commencer à l'étudier et le voir. Donc l'anthropologie, c'est un peu tout ça. Je m'arrête là. Vous pourrez trouver tout dans ce fameux petit livre sur les fondements de l'anthropologie chrétienne, dans lesquels j'essaye de rendre le moins abscon possible ces notions. Donc l'anthropologie va être ce qui va animer ou subir la technologie transformée de l'homme. Il faut savoir que pour le numérique, la question est complexe du fait de l'ambivalence native dès la naissance du numérique, une ambivalence entre deux pôles qui sont en conflit, naturellement, que vous avez évoqué justement, entre le libéral et le totalitaire. Il y a dans le numérique quelque chose d'extrêmement libéral. Alors là encore, on pourrait définir libéral dans le millier d'acceptions qu'il a, mais en tout cas dans cette idée qu'il y a un désir de liberté, quel que soit encore ce qu'on met derrière le mot liberté. En tout cas, il y a une ouverture à une liberté possible. Et puis le totalitaire, que vous avez donc expliqué avec toutes les dérives, le numérique est né déjà dès l'origine dans cette ambivalence. Alors je ne veux pas rentrer dans le détail historique non plus, néanmoins, je vais encore faire de la publicité. Vous avez une très bonne vidéo sur le site Procléro, donc de ce fameux fonds, d'une intervention de Fabrice Adjadj il y a 2 ou 3 mois sur cette question-là. Et donc le problème du numérique, outre cette ambivalence, c'est que c'est un médiateur. Et que donc, dans la relation numérique, la relation à l'autre, c'est une relation qui est à la fois présente et à la fois absente. Ce qui fait que on ne peut pas classifier réellement le numérique. Parce que vous avez, encore une fois, la grande question sans réponse, jusqu'à Socrate d'ailleurs, des anciens, c'est
la question de l'être et du non-être. On est avec quelqu'un, puis finalement, on n'est pas avec quelqu'un. Et c'est un problème de relation à l'autre qui est extrêmement complexe et qui repose par rapport à la question de l'individualisme, parce que, en précisant les termes, il y a une distinction fondamentale à faire entre l'individu et la personne. Je vais aller très vite, mais la personne suppose une relation à l'autre. L'individu se suppose comme non-relation à l'autre. D'ailleurs, indivis, c'est ce qui est le plus tranché, le plus retranché. Et d'ailleurs, dans le vocabulaire courant, on passe souvent d'individu à personne en employant l'un pour l'autre. Il y a vraiment une grande distinction à faire pour éviter toutes les dérives du libéralisme au sens négatif du terme, parce que je pense qu'il y a une conception très positive du libéralisme. Je pourrais répondre aux questions là-dessus si vous voulez. Mais il y a une conception très négative, effectivement, qui, elle, est liée à cette notion d'individualisme qui nie la question de la nécessité du rapport à l'autre qu'est la personne. Et je le pose là maintenant parce que en fait, ça va être fondamental dans la crise que traverse l'entreprise dans son rapport au numérique. Donc cette question de la relation à l'autre, soit on l'accepte, soit on la refuse, soit on ne sait pas quoi en faire. Et c'est un peu le problème d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pourrais y revenir. L'autre problème du numérique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sa fulgurance. C'est-à-dire qu'on est passé, dans la transmission ou l'évolution de la société, on est passé de mutations intergénérationnelles à des mutations générationnelles, et aujourd'hui, intragénérationnel. C'est-à-dire que ça change à l'intérieur même d'une génération. Et ça, c'est un vrai problème d'adaptation, de stabilité. Parce que vous savez, je vous le dis, dans la différence, exactement, la nécessité impérieuse du bonheur, c'est la stabilité. S'il n'y a pas la notion de stabilité, la peur de perdre ce qui fait notre bonheur fait que le bonheur n'est pas complet. Et donc cette instabilité qui s'installe est, en tout cas je pense que les coachs s'en aperçoivent, au niveau de l'existentiel est réellement dramatique. J'y reviendrai, ce sera justement l'objet de ma deuxième partie. Puisque aujourd'hui, la constance de notre société, c'est l'instable. La constance de notre société, c'est l'instable. Ceci étant posé, autre salve de définition concernant l'entreprise. Alors, on a beaucoup parlé de l'entreprise ces derniers temps avec la fameuse loi sur la raison sociale de l'entreprise qui pose un tas de problèmes dans lesquels je ne vais pas rentrer. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'entreprise ? C'est une vraie question aussi, parce qu'il ne faut pas demander et attendre de l'entreprise ce qu'elle n'est pas censée faire. L'entreprise, c'est un outil de production. Si je prends les termes les plus génériques possibles, c'est un outil de production en vue d'un service, on va dire à l'humanité pour ne pas dire à la société. Dit d'une manière catho, l'entreprise est un maillon de la chaîne économique dans le bien commun en vue de la vie éternelle. J'y reviendrai dans ma conclusion, mais c'est ça. L'entreprise, ça n'est pas un corps politique, ça n'est pas la famille, c'est quelque chose de très précis. Il y a une finalité précise, ce qui fait que la place de la personne dans l'entreprise va poser des questions aussi très précises. Et lorsque le numérique vient perturber cette place, notamment dans l'aspect relationnel de l'homme dans l'entreprise, aujourd'hui, on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants. Ça explique aussi un nombre conséquent de malaise et de mal-être dans l'entreprise. Parce que l'entreprise pose sa place dans le bien commun, mais forcément la place de l'homme, acteur de l'entreprise, dans le bien commun. Et donc ça pose toute la question de la finalité, toute la question du sens, toute la question du rapport à l'autre. De cet autre qui est de l'autre côté d'un écran qui est et qui n'est pas là. Ce sont peut-être des questions qu'on ne se pose pas toujours, enfin tous les jours, mais concrètement, c'est tellement existentiel et qu'on le prend en pleine figure, sans forcément y penser, tous les jours.
Donc, par rapport au numérique, les entreprises, donc encore une fois, on n'a pas de recul, de réflexion sur le numérique. Ce qui fait qu'on peut se poser beaucoup de questions de riches, comme on dit, c'est-à-dire comme si on avait le temps de se poser des questions dans les milieux politiques, par exemple, ou idéologiques et autres. L'entreprise, elle vit d'une manière très concrète les problèmes que pose le numérique. Et elle va donc les constater de manière expérimentale et empirique. Et en gros, elle va traiter comme elle peut la question, avec heurts et malheurs. On est encore concrètement dans du rafistolage pour beaucoup de choses, de l'expérimentation, dont certaines entreprises peuvent faire les frais, avec des faillites réelles, et dont la personne humaine qui travaille dans l'entreprise fait aussi les frais, très concrètement, d'expériences apprentis sorciers un peu ratées parfois, ou bien on fait les frais, essuyer les plâtres de première chose, et se trouve très concrètement dans des situations comme par exemple le burn-out, dont là aussi je reparlerai. Parce que, comme je le disais, il n'y a pas de réflexion éthique aboutie sur le numérique. Il y a des réflexions, mais ce n'est pas abouti encore. Et notamment pour une des raisons que vous évoquiez, c'est qu'on ne prend pas par le bon bout. Donc du coup, effectivement, on se trouve... on a deux camps, soit le numérique, c'est merveilleux, soit c'est le gros méchant. C'est difficile de trouver un entre-deux juste et équilibré, d'autant que l'entre-deux juste et équilibré, il est encore à construire dans la plupart du temps. Et donc, le numérique, se trouvant réellement comme un terrain de lutte idéologique entre ces deux parrains sur les fonds baptismaux du libéral et du totalitaire, dans toutes les acceptions du totalitaire par exemple, il est donc difficile d'avoir une pensée posée, éthique, sur le numérique, d'autant que derrière, il y a un certain nombre de peurs qui idéologiquement peuvent être entretenues, mais aussi de peurs de l'inconnu ou bien du constat constaté des effets potentiellement négatifs du numérique. Et puis, il y a derrière un véritable enjeu de pouvoir, et notamment au sein de l'entreprise. Alors, je vais me faire écho là du séminaire de travail du comité justement de pilotage du fonds Procléro. Nous avons eu, il y a 2 mois, quand je vous avais envoyé ce message, je ne sais plus, peut-être 2 mois, un comité de travail qui comprend les PDG de grosses entreprises comme PDG ou DRH, comme la SNCF, Crédit Agricole, IBM, Eiffage, etc. Et j'ai été très surpris lors de ce comité des questions qui se sont posées très concrètement à eux sur le numérique. Alors j'en ai retenu trois axes que je vais développer avec vous, qui sont des difficultés et donc des défis pour eux et très concrètement du coup pour le comité pro-persona. Le premier, c'est la question de l'information en tant que telle, et dans la question de l'information, particulièrement la question de la hiérarchie. Le deuxième, c'est la question que j'évoquais tout à l'heure de l'obsolescence permanente qui entraîne une crise existentielle structurelle. Et le troisième, c'est le problème des relations humaines à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Alors, pour commencer, un premier point sur l'information et la hiérarchie, qui sont en fait de nouveaux défis de management pour l'entreprise. Je vais reprendre mes définitions. Qu'est-ce que c'est que l'information? L'information, ça n'est pas de la connaissance. Sans information, vous avez du mal à avoir une connaissance aboutie, mais l'information, c'est un ensemble de données que vous recevez. Reste encore à les traiter. Soit dit en passant, si vous maîtrisez l'information, vous maîtrisez la pensée. Parce que si vous ne faites entrer qu'un certain type d'information, vous allez focaliser la pensée de ceux près de qui vous distillez votre information. C'est le principe de la censure, par exemple. Voilà. Donc l'information, c'est un certain nombre de données qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir transformer en connaissances, c'est-à-dire
en un savoir qui va vous être utile pour faire des choix. Et évidemment, se pose alors la question du pouvoir. Quelle est la place de la hiérarchie quand tout le monde a accès à toute l'information, donc peut se faire sa propre connaissance et donc en capacité de faire ses propres choix? Et c'est une vraie question en fait de management aujourd'hui, qui pose alors une autre question: qu'est-ce que la hiérarchie? C'est-à-dire quelle est la place de chacun? Si on n'est plus dans une hiérarchie fondée sur la maîtrise de l'information, à quoi sert la hiérarchie? Alors, la hiérarchie, vous savez que c'est le commandement du sacré, au sens étymologique du terme. En fait, c'est l'organisation en vue d'une fin, l'organisation pratique d'une structure humaine en vue d'une fin. Mais la hiérarchie pose un problème fondamental, c'est celui de la légitimité. Et aujourd'hui, le problème démocratique, c'est ça. Aujourd'hui, si on ne veut plus faire confiance à tel ou tel élu, c'est parce qu'on considère qu'il n'est pas légitime. Regardez toutes les attaques contre Macron, c'est un président qui est mal élu. Ça dit les choses derrière. Donc c'est la question de légitimité. Et la question de la légitimité, là j'endosse ma casquette de prof d'histoire de l'Antiquité, c'est la question fondamentale de tous les souverains. Même les Égyptiens, même les souverains mésopotamiens, le premier acte qu'ils posent, c'est de justifier qu'ils sont légitimes. Parce que s'ils sont légitimes pour gouverner, alors le peuple, les subalternes, les sujets, adhèrent. Et Isocrate disait, un souverain qui a besoin d'une armée pour le défendre, ça veut dire qu'il n'est pas légitime. Un souverain, pourtant c'est un grand républicain, un souverain qui n'a pas de garde personnelle, ça veut dire qu'il a implicitement le suffrage du peuple. Dans l'entreprise, les choses sont pareilles. Qui a la légitimité et pourquoi? Dans l'entreprise, les choses sont claires. Celui qui a la légitimité, c'est celui qui possède l'entreprise. Donc, on est dans un rapport totalement inversé. C'est-à-dire qu'au niveau de la démocratie, au niveau de la famille, au niveau de la personne humaine, il y a un lien direct entre hiérarchie, entre souveraineté, entre légitimité et personne humaine. C'est parce qu'on est personne humaine, alors là je passe tout le problème de la relation à Dieu, etc. C'est parce qu'on est personne humaine qu'on a le pouvoir, un pouvoir qu'on va déléguer de différentes façons, par le vote ou bien par l'acceptation tacite, par exemple, mais la légitimité vient de ce que nous sommes, personne humaine. Donc elle vient d'en bas. Et la subsidiarité, concept un peu flou aujourd'hui, la subsidiarité, c'est une délégation au niveau supérieur, non pas de la légitimité, non pas de l'autorité, mais de la capacité de faire au nom du niveau inférieur. Entre parenthèses, puisque nous sommes dans les élections européennes, l'Europe inverse le principe de subsidiarité en faisant une décentralisation, comme si la source du pouvoir était au niveau. Parce que là, dans une démocratie, c'est à la base. Dans l'entreprise, c'est l'inverse. Dans l'entreprise, c'est le patron qui est la source de la légitimité, et donc la subsidiarité dans l'entreprise revient à déléguer la façon de faire, la volonté, l'objectif du patron. Alors se pose une autre question derrière, quelle est la liberté de chacun au milieu de tout ça? Est-ce qu'on est un simple rouage ou un simple pion? Alors, à partir du moment où vous êtes une personne humaine libre, vous avez à tout moment le pouvoir de dire non, c'est-à-dire de ne pas être d'accord avec votre patron ou d'aller voir ailleurs. En théorie. Parce que si vous avez besoin de faire vivre votre famille, il peut y avoir certaines choses, mais il se pose toutes les questions de morale, de conscience derrière. Mais à partir du moment donc où tout le monde sait tout, quelle est la place du patron dans l'entreprise, et donc surtout des intermédiaires dans une conception de la société qui a plutôt tendance à se dire je suis mon propre patron. Or, réellement, ça n'est pas tout à fait le cas dans le cadre du principe de l'entreprise. Donc se pose alors une question de fond qui est vraiment l'enjeu actuellement, en tout cas des DRH, c'est la hiérarchie et la maîtrise de l'information qui était alors jusque-là conçue comme pouvoir, c'est-à-dire
comme moyen d'exercer et de donner les ordres pour aller dans une même direction. On passe à une information pour tous dans une entreprise qui devient finalement numériquement accessible, enfin, au sens du numérique accessible. Alors, on assiste fondamentalement à une remise en cause de la place de l'information dans la hiérarchie, une hiérarchie qui ne repose plus sur la maîtrise de l'information, et donc de quoi est responsable alors la hiérarchie. Et ça pose une nouvelle question importante. Si la hiérarchie n'est plus un rouage de la transmission de l'information, qu'est-ce qu'elle est? Et alors là, ça pose une autre question qui est celle de la responsabilité. Alors, cette responsabilité, il y a, je crois qu'il vient de sortir un cahier pro persona sur la question. Responsable, ça veut dire répondre de. On répond de à qui de droit. Alors la question derrière, c'est qui est le acquis de droit? À qui est-ce que je réponds? Bien, pour la hiérarchie, il répond à 3 personnes. Son patron, qui est au-dessus de lui, ses employés, en dessous, et tous ceux qui ont des contacts professionnels avec l'entreprise. Évidemment, ça n'est pas à des degrés similaires, mais il y a cette notion de responsabilité qui doit intégrer. Ce qui fait que la hiérarchie, elle est là pour unifier les savoirs de tous, parce que c'est elle qui, au final, sera responsable des décisions qui seront prises avec cet ensemble de savoirs. Elle est donc là pour donner une direction commune, mais alors ça pose la question, le management aujourd'hui, est-il un management de chef d'orchestre ou d'homme orchestre? Ce qui renverse totalement les choses. Vous savez, alors c'est aussi une de mes casquettes, je suis également chef d'orchestre et j'ai deux grands maîtres. Le premier, c'était Karajan, qui utilisait l'orchestre comme un orgue. Et le deuxième, c'est Bernstein, qui, au contraire, utilisait les musiciens dans tout leur talent et qui faisait émerger le talent de chacun. D'ailleurs, si vous regardez les 2 hommes dirigés, vous verrez que Karajan, il modèle l'orchestre, que Bernstein, il donne chacun la possibilité de partir. Ben, en fait, c'est un peu ça. Le rendu est très différent, musicalement très beau dans l'un ou l'autre, mais le rendu est très différent et ça repositionne complètement la place de la hiérarchie en posant cette question fondamentale de la subsidiarité. La subsidiarité, au sens étymologique, c'est l'aide qui est apportée à, mais qui est apportée à un principal. Subsidiaire, c'est second. Et qu'est-ce qui est principal? C'est celui qui finalement va décider de l'orientation. Mais le principal, c'est-à-dire le chef d'entreprise, va déléguer à quelqu'un qui va l'aider à mener à bien le travail de l'entreprise, mais il est aussi appelé à donner les moyens à son employé de faire le travail qu'il lui demande de faire. Ce qui fait que la subsidiarité, elle est dans les 2 sens et elle pose alors profondément la relation de la personne dans l'entreprise qui doit être capable de faire des choix, capable d'avoir les moyens de faire des choix et libre d'adhérer ou non. Et donc ça suppose qu'il doit connaître non pas uniquement les points techniques de ce qu'il doit faire, mais la finalité aussi de ce qu'il doit faire. Ce qui est assez nouveau dans l'ensemble du management de l'entreprise et qui est un véritable enjeu. Parce que derrière se pose la question, et alors qu'en bilan de compétences on retrouve énormément, c'est la question du sens. Les jeunes aujourd'hui, alors il y a peut-être un certain nombre qui ont envie d'entrer avec des tongs à l'entreprise, mais beaucoup, ce qu'ils cherchent, c'est du sens, un travail qui a du sens. Pour donner un certain nombre de bilans de compétences, j'ai pu remarquer, on a 3 publics dans les bilans de compétences. Le dernier auquel je ne m'attendais pas du tout, ce sont ceux qui préparent leur retraite, parce qu'effectivement, on a une deuxième vie qui se met en place. Le deuxième, ce sont, je vais en parler à l'instant, les quarantenaires qui sont souvent dans une situation d'échec, en tout cas d'un problème de questionnement existentiel, et puis les jeunes trentenaires qui ont été mis sur des voies parce qu'ils étaient plus ou moins brillants dans tel ou tel domaine et qui, à 30 ans, se disent « mais qu'est-ce que je fais là ? Et quel est le sens de mon entreprise ?» C'est vraiment une question importante pour dire que avoir l'information n'est pas suffisant
et il faut que maintenant la hiérarchie donne un sens, sens et une direction à cette information. Parce que ça pose derrière, et c'est le deuxième point que je voulais aborder, ça pose une question essentiellement dramatique dans le numérique, dans l'entreprise, c'est la question de l'obsolescence qui va poser un burn-out structurel et une crise fondamentalement existentielle. Il y a, par la force des choses, aujourd'hui, une course à l'innovation. À la fois parce que ça permet de gagner plus d'argent, c'est-à-dire que si vous restez en arrière, vous perdez le marché, à la fois parce que les besoins augmentent, et puis on s'attend. Vous avez votre iPhone, vous savez très bien que dans 8 mois, il sera périmé parce qu'il y aura mieux. Non seulement parce qu'on introduit des virus d'obsolescence programmée, mais parce qu'on va vous donner mieux derrière. Et vous attendez ça maintenant pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Donc il y a une course à la mise à jour qui entraîne une obsolescence permanente. Tout est en permanence obsolète. Même si on tend à sortir, parce qu'il y a des mouvements qui se mettent à lutter contre ça, justement contre l'obsolescence programmée, de fait, de toute façon, les technologies... On sait aujourd'hui que nous avons déjà la technologie pour dans 15 ans. Seulement, on l'écoule petit à petit. Mais on a au niveau technologique déjà 15 ans d'avance sur ce que nous avons aujourd'hui. Donc, cette obsolescence permanente introduit un changement permanent. Et le changement, c'est un ensemble de ruptures qui se succèdent. Vincent de Lérins faisait une distinction entre changement et progrès. Donc le progrès, c'était le déploiement de l'existant. On déploie ce qui existe et on l'améliore. Et le changement, c'est la rupture avec l'existant. Et on passe à du nouveau. Aujourd'hui, on est dans cette course-là. Ce qui pose structurellement la difficulté du long terme. On parle de l'immédiateté et on a tendance aussi à assimiler individualisme avec immédiateté, mais il y a structurellement un problème d'imaginer demain quand on sait que de toute façon, demain n'est pas imaginable. Alors vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 50 ans, les films, enfin je n'étais pas né, mais les films étaient plutôt des thématiques historiques. Aujourd'hui, le gros succès des films, c'est futuriste. On imagine un demain. Et donc tout ça, ça pose la question du temps. Or, le temps, c'est ce qui permet de s'épanouir. Si vous zappez en permanence, vous ne déployez pas, vous ne vous développez pas dans une nouvelle situation. Vous n'avez pas le temps. Donc il y a toujours quelque chose, et alors ça, anthropologiquement parlant, c'est fondamental parce que, en fait, vous savez, un sportif de haut niveau, il s'est entraîné des années et des années, il a fait un certain nombre de pompes pour arriver jusqu'où il est. L'anthropologie, c'est la même chose. L'anthropologie, vous avez un ensemble de capacités passives, dormantes, ce qu'on appelle les passions, et si vous les travaillez, vous êtes super performant. Si vous ne les travaillez pas, vous avez un certain nombre de déséquilibres. C'est ça, c'est-à-dire que, en gros, vous changez tellement, vous zappez tellement que vous n'avez le temps de rien développer, donc vous n'allez pas au bout de l'épanouissement de votre capacité. Et structurellement, c'est un déséquilibre permanent de la personne humaine, de chaque personne humaine. Alors vous aurez beau aller voir tous les psychologues possibles et inimaginables, ça induit dans votre cadre professionnel, de toute façon, un déséquilibre structurel, qui est un vrai problème, qui pose alors la question du burn-out structurel. J'étais très frappé d'entendre ces PDG et DRH, donc c'est des DRH de groupe, hein, donc c'est vraiment ceux qui sont en haut de la pyramide, parler de burn-out structurel. Le mot, c'était vraiment le leur, ce qui montre qu'ils ont un souci. Alors, ils étaient tous cathos, ça peut peut-être aider, mais un vrai souci de la personne qu'ils ont en face d'eux. Alors, peut-être un petit mot de précision. Le burn-out, c'est de la fatigue, d'accord, mais ce n'est pas d'abord ça. Et ça aussi, c'est fondamental dans le problème. Pour faire court, le burn-out, c'est un problème de don et de retour de don. Alors, je laisserai les spécialistes vous en parler davantage, mais ça veut dire que la personne qui est en burn-out a un problème avec le don qu'il fait, soit parce qu'il a l'impression d'en faire trop,
et pas avoir assez de retour, soit parce qu'il n'arrive pas à aller au bout de son don. Et de retour de don, c'est-à-dire qu'il a aussi l'impression de ne pas avoir la part de don qui lui revient à des degrés très différents. Et c'est une manière très lapidaire de vous dire les choses. Mais vous comprenez bien que dans une société qui structurellement est obsolétante, la question du don, d'aller au bout du don et d'avoir le temps de recevoir, se pose fondamentalement comme un vrai problème, un véritable enjeu de développement de soi. Ce qui fait que ça pose les gens, les travailleurs, les employés, dans une insatisfaction permanente. Ils doivent toujours faire leurs preuves. Il n'y a pas de stabilité et il y a un problème de reconnaissance permanente. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes reconnu dans quelque chose qui a changé, il faut que vous soyez à nouveau reconnu dans ce qui a changé, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, évidemment, ça favorise le côté négatif de l'individualisme. Parce que si vous n'êtes pas pleinement... D'abord, il y a un concours permanent, c'est-à-dire que vous fassiez toujours vos preuves par rapport aux autres, donc ça peut aussi pouvoir vouloir dire d'écraser les autres, ou en tout cas d'être moins soucieux des autres, et puis de toute façon, vous avez moins le temps pour cela. Parce que vous pouvez passer votre expérience quand vous êtes posé et installé. Autrement, la transmission, c'est aussi un vrai problème. Et puis, structurellement, ça veut également dire que vous avez une insatisfaction de votre accomplissement qui fait que, quand vous êtes insatisfait, vous allez forcément... Parce que l'homme n'est pas fait pour souffrir. Je passe sur le sens de la souffrance chrétienne, c'est un autre domaine. Mais l'homme n'est pas fait pour souffrir et spontanément, il va chercher à apaiser sa souffrance. Et soit la souffrance, elle vient d'un manque, de quelque chose qu'on n'a pas. D'ailleurs, si on n'avait pas ce manque, il n'y aurait pas de mouvement, on ne chercherait rien, il n'y aurait pas de vie humaine, tout simplement. C'est ce manque qui est un moteur de relations humaines, qui est un moteur de quête du bonheur, qui est un moteur qui nous pousse vers les autres aussi. Si on avait en nous ce qu'il nous faut, alors là, c'est le véritable individualisme. Mais on n'a pas en nous. Donc on va le chercher. Et quand on ne le trouve pas, on tombe dans tout le système de compensation. Et alors là, l'addiction, on voit tout ce que ça veut dire. Mais le problème d'une compensation, c'est que vous avez peur de la perdre. Et donc vous renforcez. Et puis une compensation, ça ne vous nourrit pas. Donc une compensation, ça vous met un pansement sur une jambe de bois, mais il faut que vous en remettiez, vous en remettiez, vous en remettiez, et toujours plus. Et là, on nourrit aussi une certaine forme d'individualisme, c'est-à-dire celui qui est dans la peur panique de la souffrance et qui donc va vouloir pour lui la satisfaction de son besoin, de ce qu'il croit être son besoin, puisqu'en fait, il va chercher du compensatoire, c'est-à-dire quelque chose qui ne l'épanouira jamais. Et donc tout ça pose dans l'entreprise une véritable crise existentielle, puisque ça pose, je l'ai dit, la question du sens. Où va l'entreprise? Où je vais, moi, dans l'entreprise? Et comment, dans cette entreprise, même si je suis d'accord avec la finalité de l'entreprise, comment, moi, je vais pouvoir m'épanouir dedans? Et là, pour le coup, ça n'est pas de l'individualisme au sens négatif du terme, c'est au contraire le déploiement de la personne. La personne est là pour se déployer, pour s'épanouir. Alors, il y a aussi toute la question après de la place et du sacrifice de soi dans le bien commun, mais ça, ce n'est pas la question du moment. Donc se pose la question de la durée. Je disais dans le temps, c'est le temps qui permet l'épanouissement, du déploiement de soi, de l'utilité à long terme. Quand vous passez votre carrière professionnelle à vous dire est-ce que demain je serai encore... est-ce qu'à 35 ans je ne serai pas déjà un senior dépassé, c'est complètement déstabilisant. Vous n'avez pas de perspective réelle. La peur de ne plus arriver à suivre, être toujours dans la performance et se tenir toujours au dernier cri, il y a une notion d'épuisement, la crainte d'être soi-même obsolète, c'est-à-dire pas que la technologie soit obsolète, mais que soi-même, n'arrivant plus à suivre, on devienne un jour obsolète, d'être finalement bon à jeter et d'en arriver à sortir du monde en mouvement parce qu'on perd le rythme. Et ça, c'est un véritable problème d'épuisement dans l'entreprise. Et le burn-out prend tout ça. Enfin, dernier point que je vais accélérer. La question de l'intelligence artificielle, de la robotisation,
et des relations humaines, et donc des responsabilités intra- et extra-entreprises. Alors, tout d'abord, la dématérialisation des rapports humains, il faut prendre en considération que le numérique ne tue pas les relations humaines. C'est toujours de la relation entre personnes humaines, toujours, sauf que elle est médiatisée, dématérialisée. Mais au bout de mon mail, c'est toujours une personne humaine. Même sur les réseaux sociaux, ce sont toujours des personnes humaines. Donc la relation entre personnes humaines, elle existe toujours. Mais ils sont massivement médiatisés et non plus directs. Et le problème, il est là, dans le fait que ce soit rendu indirect et médiatisé. Mais médiatisé par un écran qui fait que entre l'autre et moi, il y a l'anonymat. Il y a la déresponsabilisation. Je peux envoyer mon mail et puis on voit très bien sur les réseaux sociaux, je pense que Samuel aura l'occasion de nous en parler, alors c'est tellement facile, sous pseudo, de passer ses nerfs que ça déresponsabilise énormément. Et puis il se pose la question de l'honnêteté et de la franchise. Parce que dans un mail, vous pouvez simplement dire une partie des choses. Sur les réseaux sociaux, comme vous le disiez, vous pouvez vous recréer un profil, même si c'est complètement vrai. Moi, par exemple, encore une fois, le fait d'être catholique a largement entamé ma carrière musicale. Donc j'ai dû me faire un profil musical, uniquement avec mes postes de chef d'orchestre et autres. Il n'y a plus un mot de catho dedans. Je n'ai rien dit de faux. Mais il y a quand même 80% de ma vie qui est exclu de ce réseau. Enfin, ça me permet d'être invité maintenant, ce qui n'était plus le cas pendant quelques temps. Et puis, ça pose aussi la place de ce qui est fondamentalement du ressort de la personne humaine, c'est-à-dire toute la communication non verbale. Tout ce qui émane de la personne humaine directement, qui du coup va être capté par l'écran, mais même que vous n'avez pas tout à fait sur caméra. Toute cette aura de la personne, cette chose que vous sentez, le regard, un froncement de sourcils, enfin, vous voyez, tout ça disparaît. C'est toujours la relation humaine, mais il y a toute une part qui est éminemment personnelle, au sens de la personne, qui disparaît. Et puis, vous pouvez vous retrouver seul dans un bureau plein à craquer, les open space. Par exemple. Mais même si ce n'est pas un open space, vous travaillez sur votre propre thème avec la personne d'en face sur votre bureau, qui travaille sur son propre thème. Vous l'entendez éternuer, vous l'entendez se servir un café, et puis voilà. Et donc ça pose aussi tout un tas d'autres problèmes, notamment sur la cohésion de l'entreprise. Et pour un manager, la cohésion de l'entreprise, c'est essentiel, surtout si vous voulez être plus chef d'orchestre que homme orchestre. Et donc la cohésion de l'entreprise, ça pose derrière, vous voyez qu'en fait ce ne sont que des questions qu'on déroule. Derrière, ça pose la question de la culture de l'entreprise. Ça pose la question de l'esprit d'entreprise. Quand vous êtes chacun dans votre coin, ceux qui ont fait les classes prépa, et notamment les classes prépa militaires, savent très bien que le nombre de bahutages que vous faites dans la promo crée une cohésion de promotion que vous retrouvez des décennies après, même après vos guerres. Et puis celui du brainstorming, tout simplement. Aussi, ce n'est pas la même chose d'échanger une foultitude de mails sur un forum que d'échanger comme ça. Se pose aussi une autre question, celle des robots qui font mieux que l'homme. Alors c'est vrai que technologiquement, les robots, l'intelligence artificielle font un certain nombre de choses très nettement mieux que l'homme. Mais qu'est-ce qu'ils font mieux que l'homme ? Ils font mieux la technique et la technologie, une fois qu'ils sont lancés. Mais l'appréhension d'une situation, précisément sur le non-dit, qui est... On sait, je dis souvent, avec l'homme, c'est à la fois son drame et son côté merveilleux, c'est que tout est possible. Parce que précisément, tout est possible. Et ça, un 2.0 aura un peu de mal à analyser ça. Même si, aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle, dans une dizaine, quinzaine d'années, pourra anticiper un certain nombre de ces réactions, justement par la collecte de toutes les informations que vous évoquez et que nous mettons les unes derrière les autres. Mais derrière ça se pose alors la question de la responsabilité du robot.
de l'ordinateur qui fait. Responsable, c'est répondre de ce qu'on fait à quelqu'un. Et pour répondre, il faut être une personne humaine. Votre chien, lorsqu'il a fait une bêtise, il ne vient pas vous rendre compte. Enfin, le chat peut vous amener sa souris, mais se pose alors une autre question, une vraie question qui actuellement est en débat, celle de la responsabilité pénale du robot. Le robot pose un problème. Qui est responsable? Le robot, l'entreprise ou le concepteur ou l'assurance? Et enfin, question de la relation client. Quand vous êtes derrière un serveur vocal, quelle est votre relation à l'entreprise? Est-ce que l'entreprise alors devient un simple fournisseur dans la chaîne économique? Et alors là, on se pose la question du sens de la personne dedans. Et puis se pose la question de l'identité de l'entreprise. Je vous lis simplement à cette réunion, il y avait le président de la fondation Follow et qui disait mais, nous, on a besoin des nouvelles technologies pour l'appel de dons, mais l'appel de dons comme ça en numérique, ça ne correspond pas à l'image de Raoul Follereau, qui est une fondation qui va vers les gens. Et donc, aller comme ça de manière médiatisée, pour eux, c'est un vrai problème. C'est une question à laquelle, effectivement, je n'avais pas forcément pensé. Et donc, derrière tout ça, c'est fondamentalement la question du sens du travail pour la personne humaine, dans son épanouissement, mais aussi comme apport personnel au bien commun. Qu'est-ce que j'apporte au bien commun, c'est-à-dire en gros à l'humanité? Et donc se pose d'une manière tout à fait nouvelle la question de la gestion des relations humaines et du bien-être au travail. Parce que les entreprises sont en train de devenir des lieux où on vous propose sauna, massage, etc. Mais ça, c'est pour pallier les conséquences d'un mal-être au travail. Ça ne vous met pas bien au travail. C'est totalement différent. Ça ne vous met pas dans une... Alors évidemment, si vous êtes chauffeur routier, vous êtes bien content que l'entreprise ait son pôle de spa, etc. Ça peut être un à côté, mais ça ne peut pas... On est uniquement dans du pansement sur la jambe de bois, encore une fois. Même si ça améliore, ce n'est pas ce qui va vous donner le bien-être dans votre travail. Et c'est une chose, le bien-être au travail, le bien-être dans son travail. Alors, derrière, eh bien, c'est la vraie question, c'est en tout cas qu'on a beaucoup avec les trentenaires, la question de motivation au travail privé de sens. Et à partir du moment où le travail n'est plus que économique. Et alors ça pose aussi toute la chaîne de la conséquence morale. Et dans quoi je m'engage? Est-ce que je suis prêt à tout accepter uniquement pour tout simplement vivre ou survivre parfois? Alors je termine par une série de questions conclusives. Je pense que j'aurais dépassé mon temps, oui. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise est, vous le constatez uniquement, il y a beaucoup plus d'autres axes que les trois que je viens de donner, est totalement bousculé. De fait, il y a dans le numérique du bon et du moins bon, du fait même de l'origine ambivalente que j'exposais tout à l'heure de la digitalisation. Parce que, au fond, et ça c'est un problème de société, que les entreprises cherchent à régler. Vous avez remarqué que les entreprises, de plus en plus, sont obligées de pallier au déficit de la société. Vous avez des cours de français dans les entreprises, vous avez des cours d'éducation dans certaines entreprises, des cours de motivation, etc. Parce que, globalement, la société, les jeunes sont moins éduqués dans ce sens-là. En fait, le numérique est donc un outil qui suppose un sens de la responsabilité et de la vertu. Ça, c'est fondamental. C'est un outil. Et comme tout outil, tout dépend de ce que vous en faites. Et donc, pour ça, le numérique est réellement un progrès, c'est une évidence. Mais l'enjeu pour les entreprises, c'est de ne pas se laisser dominer par le numérique, dans la boucle que vous évoquiez tout à l'heure, de ce cercle à la fois vertueux et vicieux. Et pour ça, eh bien, il lui faut mieux connaître les impacts du numérique sur l'homme. Et donc, ça veut dire, fondamentalement, qu'il faut ordonner... S'il faut mieux connaître les impacts du numérique sur l'homme, ça veut dire qu'il faut connaître l'homme et le bien fondamental de l'homme. Et donc, il faut ordonner le numérique à la fin dernière de l'humanité. Quelle est la finalité ultime de l'homme? Et du coup, comment le numérique nous permet d'avancer? Et donc, la vraie question, selon moi, pour rejoindre votre propre conclusion sur la spiritualité, en quoi le numérique est-il un moyen d'avancer vers le bien? Et en quoi est-il un obstacle sur la route du bien
dans le cadre des finalités propres de l'entreprise. Il ne s'agit pas que l'entreprise se mette à faire ce qui est du ressort du politique, et donc c'est-à-dire dans sa place dans le bien commun. Mais cela, et je termine par là, suppose, parce que c'est le fond du problème d'aujourd'hui, de maîtriser la question même de ce qu'est le bien. Grand merci pour votre intervention. On a eu à la fois deux interventions très très différentes, mais qui finalement toutes les deux pointaient sur la question de la personne humaine, de ce qu'était vraiment une personne. Alors, nous avons là, avant le déjeuner, un temps de questions. On aura un temps d'échange un peu plus long cet après-midi avec une table ronde, mais est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous aurait une question à poser à l'un ou l'autre de nos intervenants de la matinée? Oui, Nicolas. Oui. Bonjour, merci pour vos interventions. Alors, c'est une question que je pose, c'est juste une observation personnelle. Je me rends compte en ce moment, quand je tape des messages sur des messageries rapides, classiques, que l'intelligence artificielle me propose en fait de continuer ma phrase et de mettre des mots. Alors parfois c'est très rapide pour des prises de rendez-vous, pour dire si on a le temps ou pas de venir. Et ces derniers temps, je me suis dit, mais je suis en train de perdre, de ne plus laisser place à ma conscience quand je suis en train de rédiger des messages. Et même si parfois on est sur des choses qui sont simples et basiques ou très opérationnelles, j'ai l'impression parfois qu'une partie de moi est en train de se perdre, ou que je laisse la main en fait à cette intelligence artificielle, et je suis parfois inquiet. Et comme il faut répondre très rapidement à tous ces SMS qui tombent, ces mails qui tombent, je m'inquiète en fait d'une crise de dépersonnalisation, au sens de si je ne maîtrise pas l'information, quelle place moi dans ma réflexion je vais donner à la connaissance du fait qui m'est proposé, de comment je vais y répondre. Et du coup, j'ai l'impression de ne plus être tout à fait à ma place parfois. Que faut-il faire pour lutter contre ça? Est-ce que je dois être en pleine conscience permanente au moindre SMS et ne pas sombrer dans cette tentation de la facilité? Pour moi, c'est ultra clair. Il faut absolument déconnecter tous ces outils-là. Cette fonction, très facile à enlever, hein, il faut l'enlever. Je pense que l'assistance devient nocive à partir du moment où on a cette sensation que vous venez de dire. Merci, bonjour. J'ai beaucoup apprécié vos interventions. Pour Monsieur Dufay, je pense. Oui. J'avais une remarque. Moi, il me semble, vous parliez en conclusion du risque de totalitarisme. Pour moi, nous y sommes déjà. Donc, le risque, il est derrière nous déjà. Quelques exemples. Le fait qu'on vote une loi contre les fake news. Qui décide que telle news est vraie ou fausse? Ça me paraît du totalitarisme. Et puis, il est déjà installé dans le sens où lorsque je discute avec les jeunes, plus jeunes que moi, je me rends bien compte qu'ils n'ont pas la réflexion critique vis-à-vis du monde dans lequel ils vivent. C'est-à-dire qu'ils prennent les choses, ils absorbent tout sans réflexion critique. Ça, c'est une remarque. Et puis, concernant M. Brun, moi, en tant qu'ancien cadre retraité, je voulais juste préciser que, parmi d'autres choses, il y a, en tant que pour l'encadrement, la responsabilité, c'est écrit dans les textes, dans la loi, la responsabilité de la santé physique et psychologique de ses subordonnés dans l'organisation du travail. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà.
Oui, votre remarque est judicieuse, mais je ne vais pas trop élaborer autour, parce que je n'ai pas envie de faire de politique ici. Hein. En revanche, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que on remplit les années des étudiants, enfin des scolaires, de plus en plus de choses. Il faut savoir plusieurs langues, il faut savoir l'informatique, il faut toujours plus de choses, mais le temps consacré aux études est toujours le même, voire même un peu diminué. Alors moi, je suis un des rares en France à dire il faut rajouter une année, c'est-à-dire faire la terminale bis. Pourquoi ? Eh bien parce que précisément, les sujets qui ne sont pas traités ou de moins en moins traités sont ceux de qu'est-ce que c'est qu'avoir le sens critique ? Qu'est-ce que ça veut dire que de débattre, d'argumenter, d'écouter ? Qu'est-ce que ça veut dire que être en démocratie ? Quelles sont les règles et les valeurs de la démocratie ? Donc il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont absolument pas abordés dans l'ensemble du cursus, et je pense que c'est extrêmement regrettable pour aborder ce monde où tout est disponible et tout est là et tout est accessible. Au-delà même de l'éducation au numérique, vous savez, on fait en France ou dans d'autres pays, hein, on essaye de faire des formations et tout ça. Oui, il faut les faire, mais c'est encore plus former l'humain, son regard, son esprit, pour qu'il puisse exercer cette liberté acquise grâce à l'individualisme. On a acquis cette liberté, on a tout disponible grâce au numérique. Donc, comment l'exercer ? Qu'avoir quelques outils intellectuels pour savoir l'exercer. Juste pour ce qui est du contenu des formations, je ne sais pas s'il faut rajouter une année. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut tout changer dans le contenu. Parce qu'aujourd'hui, on apprend, on donne des informations que vous pouvez oublier après l'examen, d'ailleurs, et on vous apprend technique et technologie. On ne vous apprend pas à penser. On vous apprend à réfléchir, c'est-à-dire à combiner A plus B. Mais on ne vous apprend pas à penser. Ce qui est tout à fait autre chose, qui doit vous emmener à aller au-delà de la combinaison de choses qu'on vous donne toutes faites. Ça, c'est quand même le gros problème aujourd'hui, parce que je vois mes grands-parents qui avaient moins d'heures et de matières différentes. Ils étaient plutôt brillants en toute chose et surtout en humanité. Donc le problème, il est quand même fondamentalement là. Mais ça aussi, c'est ce que je disais en introduction, l'information telle que vous voulez votre peuple, vous donnez l'information que vous voulez. Et donc l'éducation aujourd'hui, pour avoir été de l'autre côté de la barrière, c'est très clairement du formatage. Ça, c'est extrêmement clair. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est que donc moi, je donnais un cours sur la souveraineté. La souveraineté dans l'Antiquité, vous ne pouvez pas faire l'économie des dieux. C'est absolument impossible, puisque c'est la source de la légitimité. Eh bien, j'ai eu interdiction de traiter les Hébreux dans l'Antiquité. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des finances à l'université pour organiser des colloques, des journées d'études, vous êtes obligé, je dis bien vous êtes obligé d'introduire la notion de genre. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas au prisme, c'est-à-dire que du coup maintenant tous les colloques universitaires, je dis bien tous les colloques universitaires, ont comme prisme le gender. C'est obligatoire pour avoir des subventions. Un autre exemple. C'est au fur et à mesure des... Oui, bien. Je vais tout de suite casser une règle, donc ce n'est pas une question que j'ai posée, c'est plusieurs. Désolé, don Paul. Alors, la première chose, c'est que le numérique est une chance extraordinaire pour ce qu'on appelle, en tout cas chez nous à la CFTC, la traçabilité sociale. C'est-à-dire qu'on peut mettre dans l'acte d'achat suffisamment d'informations pour en faire un acte libre et responsable, à condition qu'on ait évidemment le temps de comprendre ce que l'on fait quand on achète. Mais
voyons-le comme une chance et essayons de pousser à ça, quoi. J'ai entendu de votre part que les syndicats ont été pris de vitesse. C'est pas tout à fait exact. Les Gilets jaunes ont refusé les corps intermédiaires parce qu'effectivement on avait plein de problèmes, mais en tout cas on a vu venir la chose depuis très 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 longtemps. On ne peut pas dire qu'on a été pris de vitesse. On a été pris par la non-utilisation de ce que nous étions. C'était juste pour amender un petit peu. La question de la démocratie. Benoît XVI lui-même lui dit dans Caritas in Veritate qu'il y a certaines questions qui ne sont pas décidables par la majorité. Les questions de vie ne sont pas décidables par la majorité. Or, les deux exposés qu'on a entendus aujourd'hui nous mettent en face de la question de la vie humaine. Donc, je ne sais pas si on peut aller très loin dans... Enfin, je challenge un petit peu l'idée démocratique versus le numérique. Peut-être que là, du coup, je serais comme la génération millénium. Peut-être qu'à un moment donné, la démocratie, faut un peu la challenger dans certains cas, quoi. Bon. Alors, ça peut se faire de façon très, très simple par la dissidence personnelle. Je confirme effectivement que la participation n'est pas du tout améliorée par le numérique. On le voit dans les élections, toutes les élections professionnelles digitalisées. C'est juste une catastrophe. Voilà, bon, allez, je m'arrête là, mais il y aura plein de choses à dire, si ce n'est un grand merci pour la densité de vos exposés. Je vais juste répondre sur la démocratie. Le problème, ce n'est pas la démocratie ou la non-démocratie sur des questions fondamentales, c'est quels sont les cadres fondamentaux du système politique. La démocratie, enfin la dite démocratie grecque, qui entre nous est une vaste blague, reposait sur des fondamentaux incontournables. C'est-à-dire que les Grecs, lorsqu'ils votaient, ils votaient pour l'application pratique dans le quotidien des lois fondamentales. C'est-à-dire ce qu'avaient décidé les dieux, ça ne se discutait pas. C'était même pas envisageable. Mais comme c'était le cas pendant des siècles dans nos pays. Ce qu'on discutait, c'était, concrètement parlant, pour vivre au quotidien, comment on se met d'accord pour vivre ces lois fondamentales. C'est ça. Et la démocratie aujourd'hui, les choses ont basculé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le comment et pas le quoi. C'est ça. C'est comment les choses ont basculé très nettement en France, très officiellement, dans cette petite phrase de celui qui avait été le rapporteur, je ne sais pas si vous vous souvenez au moment des manifs pour tous, de la loi du mariage pour tous, le rapporteur au Sénat de la loi, Jean-Pierre Bel, si je me souviens bien, communiste de son État. Et lors d'une audition en face de le philosophe Thibaut Collin, qui avait argumenté, on le voyait, hein, ces audiences étaient publiques, hors de lui, président de la commission, hors de lui, tape du poing sur la table en disant de toute façon, la démocratie, c'est le principe marxiste du rapport de force, nous sommes les plus forts, nous avons raison. Le problème, il est là. C'est pour ça que moi, je me souviens d'une discussion très virulente avec Frigide. Je lui avais dit, tu ne peux pas mettre un référendum sur cette question-là, parce que tu rentres dans le rapport de force, et admettons qu'on gagne aujourd'hui, on perdra dans 10 ans, si on n'explique pas les fondamentaux. Donc c'est ça le problème de la démocratie et des garde-fous, c'est sur quoi, quelles sont les valeurs, à partir du moment, parce que là aussi on est dans une obsolescence programmée, on sait très bien que des choses qui sont aujourd'hui mises dans la Constitution, elles changeront dans 10 ans. Parce que tout évolue. C'est le fondement à partir sur lequel nous reposons qui justement n'est plus un fondement, qui est une mutation permanente parce qu'il est établi aujourd'hui que demain sera différent. Et il est établi qu'il n'y a plus de principe de non-contradiction. Dernière question avant la pause déjeuner. Bien, merci messieurs pour, je veux dire, la richesse de vos exposés. Personnellement, je buvais un petit peu du petit lait, si je puis dire, pour utiliser des termes peu populaires. Je veux dire, il y a deux aspects. J'ai plein de questions, mais ça sera, on aura l'occasion d'en parler. Mais la première, c'est concernant est-ce qu'on fait confiance ou pas à l'intelligence artificielle. Je pourrais m'adresser à n'importe qui refuse d'utiliser le GPS. Qui ? Bon,
à partir du moment où on utilise le GPS, c'est qu'on a accepté de se faire dominer, entre guillemets, par l'intelligence artificielle, parce qu'elle nous aide beaucoup dans notre vie courante. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que dans les exposés, alors moi je suis enseignant en école d'ingénieur, et je sens bien que les jeunes étudiants ingénieurs depuis, on va dire, 3-4 ans, se posent la question du pourquoi de leurs études d'ingénieur et à quoi vont servir leurs études d'ingénieur. Alors, moi j'ai un petit peu de recul, parce que j'ai plus de 40 ans d'expérience internationale. Je commence mon cours avec une sphère, un globe terrestre, très design dans la main. Je dis voilà, c'est ça, c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Nous, on a déconné. Bon, bah, maintenant, essayez de moins déconner que nous. Voilà. Donc, pour en venir à un point très concret, c'est on ne parle pas assez souvent, je pense, et puis c'est le cas dans les exposés là, mais on ne peut pas tout dire, de la pollution cachée du numérique. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, 30% d'électricité consommée est consommée par le numérique et qu'en 2030, ça sera 40 à 45%. Est-ce que vous savez que l'activité la plus polluante au monde, de loin, ce sont les jeux en ligne? Et combien d'enfants de jeux en ligne? Est-ce que vous savez qu'un SMS, un selfie, c'est l'équivalent de 4 heures de votre ampoule de 50 watts? Est-ce que vous savez qu'un email, c'est 24 heures d'une ampoule de 50 watts? Voilà. Et quand vous faites une réquille, parce que j'ai été à une conférence, un jour il y avait un grand monsieur qui faisait une conférence, à chaque fois que vous faites une réquille sur Google, c'est l'équivalent d'un ours polaire en moins. Voilà. Moi, j'aurais répondu non aux questions, mais elles ne s'adressaient pas à moi, donc je vais laisser nos intervenants répondre. Non, mais oui, vous avez tout à fait raison de le dire, parce que ce point-là est en général complètement oublié des articles des journalistes, des conférences, etc. Et jamais on ne prend en compte la consommation énergétique des data centers, qui est absolument colossale. Donc ça c'est un vrai souci. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que vous avez dit avant et refaire le lien avec ça. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sombrent dans une forme de pessimisme. La planète, c'est foutu. L'économie, l'entreprise, c'est foutu. La religion, c'est foutu. La démocratie, c'est foutu. Donc, c'est foutu, quoi. Bon. et donc, moi, j'aime bien dire une chose quand même, justement, quand je suis dans les écoles, dans les universités, c'est de dire, attendez, il ne faut surtout pas garder ça en tête. Vous faites le diagnostic, bon, d'accord, mais il ne faut surtout pas garder ça en tête. C'est-à-dire enlever de votre esprit toutes ces idées sombres, parce que ces idées sombres vous amènent à ne rien faire, à une sorte de paralysie, à une sorte de je baisse les bras et puis on verra bien, c'est la faute. Alors voilà, on se met à accuser tout le monde, les vieux en particulier. Bon, mais moi je leur dis, mais attendez, les solutions elles sont dans vos têtes en ce moment. Vous êtes les jeunes, donc à vous d'être créatifs. Et plus vous êtes négatif, plus vous êtes pessimiste, plus vous êtes paralysé, moins vous êtes créatif. Complètement d'accord avec vous. Alors, oui, j'ai quand même une objection. Je pense que les jeunes, ils sont plus optimistes que nous l'avons été. En fait, là, on parle pour les jeunes. Vous parlez de vous ou de moi? Non, de vous et de moi. Je pense qu'on rencontre beaucoup de jeunes à Montlégion. On a des groupes d'étudiants, des groupes de classe prépa qui s'engagent ensuite en école d'ingénieur, en école de commerce, des jeunes. Et je trouve qu'ils sont plus optimistes que ce que nous pensons. En fait, je trouve qu'on a une vision très négative de la jeunesse, alors je pense qu'on le verra tout à l'heure avec Léa, et je pense que Léa n'est surtout pas un phénomène isolé, mais ils sont plus optimistes et plus entrepreneurs que nous.